Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur le thème de l'allaitement maternel. Depuis de nombreuses années, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, il y a des rencontres qui sont organisées sur une journée sur plusieurs sites du département, donc Castres, Lavoie ou encore Albi. Mais cette année, en raison du contexte sanitaire que vous connaissez, nous avons décidé de vous présenter une conférence en ligne. Donc, ce webinaire vous est présenté grâce à un partenariat entre la CEPAM du Tarn, le réseau allaitement maternel et le conseil départemental du Tarn. Une petite précision sur le réseau allaitement maternel. Il est né à l'initiative de professionnels de santé et d'associations de soutien à l'allaitement maternel. Pendant la présentation, qui va durer à peu près 20-25 minutes, vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois interagir avec nous et poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'onglet Discussion. Et nous y répondrons à la fin de la présentation. Je vous informe aussi que dès demain, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et je vais maintenant laisser la parole aux intervenants, en commençant par Madame Sandrine Millonnès, qui est sage-femme libérale. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous, parents, futurs parents, peut-être même grands-parents. Je suis Sandrine Millonnès, je suis sage-femme libérale sur Albi, consultante en lactation, doctorante en sciences de l'éducation et membre de l'association Tamara qui regroupe les consultantes en lactation. Je vous présente aujourd'hui la toute première partie du webinaire qui s'intitule « Je suis enceinte, j'hésite pour le choix de l'allaitement. Qui peut me guider ?» L'allaitement maternel, c'est avant tout un choix qui dépendra de votre propre météo, c'est-à-dire de votre histoire personnelle, de votre situation et du soutien de votre entourage. Pour autant, pour vous aider dans ce choix, vous avez le droit de recevoir une information claire et justifiée et de savoir de quel accompagnement vous pouvez bénéficier. Évidemment, cette intervention n'a pas l'intention de se substituer à un cours de préparation à la naissance. Les cours de préparation sont au nombre de 7. Ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ce sont des temps importants et le thème de l'allaitement y est abordé. Notre webinaire vous donnera cependant quelques premiers éléments de réflexion et des astuces tarnaises. Alors, allaiter, ça apporte quoi? Fabriquer du lait, nous dit l'icône du milieu, c'est comme un super pouvoir. Le lait maternel est un aliment précieux, vivant et gratuit. Il assure tous les besoins nutritionnels du bébé jusqu'à ses 8 mois. Au-delà, il apporte toujours des nutriments essentiels au bon développement du bébé qu'une alimentation saine et diversifiée complétera. Le lait maternel s'adapte continuellement aux besoins de l'enfant, au cours de la tétée, au fil de la journée et même dans le temps. Par exemple, une maman qui nourrit son bébé né prématurément n'a pas la même composition lactée qu'une maman qui nourrit son bébé de 3 mois, car les besoins de ces deux bébés ne sont pas exactement les mêmes et le corps maternel s'y adapte. Mais quel que soit l'âge du bébé allaité, le lait maternel lui apporte une excellente protection immunitaire qu'il est absolument impossible de reproduire et de fabriquer. Pour un bébé, téter, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un lien émotionnel singulier. De la même manière que nous pouvons déjeuner, nous réchauffer le cœur avec un thé ou un carré de chocolat pour les plus gourmands, partager un verre avec de bons amis. Le bébé, lui aussi, va avoir des tétées nutritives et des tétées non nutritives. Les deux ont un rôle, les deux ont une valeur, mais c'est important de les différencier et nous, professionnels de santé ou accompagnants de l'allaitement, nous sommes là pour vous y aider. Alors, avant la naissance, il n'est plus question de préparer ses seins en frottant ses mamelons avec une brosse à dents ou un sachet de thé.
Pour autant, une préparation matérielle, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui va m'être vraiment utile? Et une préparation psychologique, notamment pour s'informer sur les rythmes naturels du bébé allaité. Est-ce normal qu'il veuille manger pendant la nuit, par exemple? Ce sont des options intéressantes. Tu peux revenir J'ai pas fini, j'ai montré mon stylo, mais c'était pas encore ça. Connaître son anatomie et le fonctionnement de la lactation peut vous aider à répondre intuitivement à quelques questions, à mieux cerner certaines situations, à mieux comprendre certaines problématiques. Poser son projet d'allaitement à l'écrit peut vous permettre, au-delà d'une discussion avec les professionnels qui vous accompagnent, de relire lors des moments épineux, des moments de doute, pourquoi vous souhaitiez allaiter. Quelles étaient vos motivations? Avant la naissance, c'est le moment idéal pour s'entourer des professionnels soutenants qui vous accompagneront dans votre projet, d'aller les rencontrer. C'est aussi un bon moment pour aller voir les mères dans les associations d'entraide autour de la parentalité. Et il y en a plusieurs dans le Tarn. Vous entendrez d'ailleurs Gisèle tout à l'heure pour la Leche League. C'est un soutien complémentaire à ce que peuvent vous proposer les professionnels. Et ce sont souvent des lieux bienveillants où l'on partage les émotions, où l'on est écouté, où l'on peut témoigner sans jugement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je passe maintenant la parole à Christelle. Bonsoir, je suis sage-femme à la maternité de Lavore et je me suis spécialisée dans l'allaitement maternel. Je propose des consultations dédiées à l'allaitement une fois par semaine. Je fais aussi partie du réseau de l'association Tamara, l'association d'aide et de soutien à l'allaitement maternel dans le Tarn. Je vais aborder ce soir avec vous le sujet du démarrage de l'allaitement maternel lors du séjour à la maternité. Dès la naissance, le bébé, né à terme, a toutes les capacités pour téter. Ainsi, placé en peau à peau sur sa mère, il met en place une série de comportements innés dont l'aboutissement est la prise du sein au cours des premières heures de sa vie. Cette installation en peau à peau sur la maman va permettre une arrivée au monde plus douce et favoriser la régulation de la température corporelle du bébé, la régulation de son rythme cardiaque, de sa saturation en oxygène et le maintien de sa glycémie. Cette installation, en sécurité et encadrée par l'équipe médicale, pourra être reproduite à volonté pendant le séjour, aussi bien sur la maman que sur le coparent. Une fois dans votre chambre, maintenir une grande proximité avec votre bébé va permettre de repérer plus facilement les moments où celui-ci sera prêt à téter. Ces petits signes, comme téter sa langue, attraper son poing, s'étirer, et tout ça, même les yeux fermés, sont autant de moments propices pour que bébé prenne le sein facilement. A contrario, un bébé trop agité ou en pleurs aura beaucoup plus de difficultés à s'installer au sein pour téter. Le repérage de ces bons moments sera beaucoup plus facile si le bébé est installé sur sa maman plutôt que dans le berceau. La fréquence des tétées est en moyenne de 8 à 12 par 24 heures, mais sans aucune régularité. C'est-à-dire que l'on ne peut pas s'attendre à ce que bébé tète toutes les 3 heures, par exemple. Le rythme des tétées est très variable et irrégulier. La fréquence de celle-ci est plus soutenue en fin de journée et début de nuit. Au-delà de satisfaire sa sensation de faim, la prise du sein permet au bébé de se rassurer, de se calmer, de s'endormir, de grandir en fait. Donc, plutôt que de regarder sa montre ou son téléphone, il est préférable et tellement plus agréable de regarder son bébé.
En dehors de ces tétées dites non nutritives, mais nécessaires pour repérer les signes d'efficacité de la tétée, fait partie des apprentissages de l'allaitement. Une tétée sera dite efficace quand bébé parviendra à faire venir du lait et à l'avaler. Ce mouvement, appelé déglutition, sera de plus en plus facile à percevoir de jour en jour. L'accompagnement du personnel de la maternité au moment des tétées est indispensable afin de s'assurer du bon déroulé de celle-ci. Il permet aussi de gagner en autonomie et en assurance. Créer une ambiance rassurante et bienveillante autour de la maman et de son bébé est essentiel au bon démarrage de l'allaitement. Et c'est le message à faire passer autour de vous. Ainsi, en favorisant cette ambiance, la production hormonale optimale assurera une production lactée adaptée. Un résumé de cette approche appelée Biological Nurturing est présenté dans cette affiche, joliment dessinée par l'association L'Allaitement Tout un art. À nouveau, on voit une ambiance bienveillante, une installation confortable de la maman, de gentilles attentions, comme une boisson chaude, et bébé met en place tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire téter. L'association Tamara est à l'initiative d'un livret distribué en maternité dans le Tarn. Ce livret est un très bon support pour les parents et reprend jour par jour les points clés du comportement du bébé et les différentes étapes du démarrage de la lactation. C'est un outil intéressant qui permet de faire le lien entre les parents et les professionnels. Les parents y trouveront aussi les coordonnées des professionnels du réseau. Je passe à présent la parole à Céline Mallet, qui est infirmière puéricultrice à la PMI du Tarn. Bonjour, je suis Céline Mallet, donc infirmière puéricultrice en PMI, qui est la protection maternelle et infantile, donc un service du conseil départemental. Ensemble, nous allons aborder la question de qui peut vous accompagner au retour à la maison. Dès la sortie de la maternité, l'ensemble du réseau allaitement maternel du Tarn est là pour vous accompagner et vous soutenir, que ce soit les sages-femmes libérales, l'équipe de PMI de votre secteur, les associations et les consultantes en lactation. Les professionnels vont vous proposer des visites à domicile ou des consultations pour échanger, vous écouter. Là, nous prendrons le temps de vous connaître, de se projeter avec votre bébé sur vos souhaits et vos besoins et de répondre à vos interrogations. Pour ce qui est de l'intervention de la PMI, elle se fait soit en complément, soit en relais de la sage-femme libérale. La spécificité de la PMI, c'est la pluridisciplinarité. En effet, nous avons des sages-femmes, des infirmières puéricultrices, des médecins, des éducatrices de jeunes enfants. Nous travaillons en équipe pour accompagner les familles durant la grossesse et les premières années de l'enfant. Ainsi, la sage-femme de PMI fait le lien et les présentations des familles à la puéricultrice qui va suivre leur bébé dès la fin de la grossesse ou à la sortie de la maternité. Nous allons prendre le temps de vous connaître, de connaître votre environnement, votre organisation, votre entourage. Notre but est de vous accompagner au plus près de votre quotidien. Nous parlerons aussi du rôle de votre conjoint pour que chacun puisse vivre pleinement cet allaitement. Parce que pour qu'un allaitement se passe bien, il faut que maman et bébé se sentent bien. Bien que vous l'ayez déjà vu à la maternité, nous reverrons ensemble une tétée. Donc, nous verrons si la mise au sein se passe bien. Donc, pour cela, nous verrons votre installation et aussi le positionnement de bébé. Un bon positionnement, c'est quand la bouche est à la hauteur du mamelon et que la tête est dans l'axe du corps. Le bébé ne doit pas tourner la tête pour attraper le mamelon. Quand il prend le sein, la bouche doit être grande ouverte et les lèvres retroussées de part et d'autre du mamelon. Nous allons ensemble aussi reprendre
nous allons apprendre à repérer les signes d'un allaitement efficace. Donc, nous verrons la succion nutritive, c'est-à-dire que pour qu'un allaitement se passe bien, il faut que la succion soit ample et régulière et que la dégustation soit fréquente. Un allaitement qui se passe bien aussi, on le voit par rapport au comportement du bébé, c'est-à-dire qu'il doit se réveiller 8 à 12 fois minimum par jour pour téter. Et durant ces phases d'éveil, il doit être tonique. Un allaitement aussi qui se passe bien, c'est un allaitement où il y a une fréquence d'urine régulière, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins 5 à 6 couches lourdes par jour. Le bébé doit avoir aussi plusieurs selles par jour, au moins durant le premier mois de vie. Et nous contrôlerons également le poids du bébé, donc la prise de poids doit être régulière. Durant un allaitement, il faut que le bébé soit au moins pesé 1 fois par semaine, minimum, et plus si besoin. Nous parlerons aussi des pleurs et du sommeil de votre bébé. Un enfant de cet âge-là, de tout petit, doit dormir ni trop peu, ni trop. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un regard professionnel. Lors des échanges, des questions et des problématiques vont émerger. Les professionnels sont là pour vous accompagner autour des étapes de l'allaitement et des difficultés que vous pouvez rencontrer. Il peut y avoir des difficultés lors de la poussée de croissance qui arrive quelquefois autour de 3 semaines, 1 mois. À ce moment-là, les besoins du nourrisson changent et il peut falloir quelques jours au corps de la maman pour répondre à ses besoins. Les pleurs peuvent être une difficulté, la reprise du travail, le sevrage, des douleurs au sein. Il faut savoir qu'un allaitement qui se passe bien, il ne doit pas y avoir de douleur. S'il y avait des douleurs au sein, cela signifie que la mise au sein est difficile et à ce moment-là, il faudrait la revoir. Il peut y avoir aussi des difficultés autour de la diversification alimentaire. Bref, nous sommes là pour vous accompagner autour des différentes problématiques qui entoureront votre allaitement. Ainsi, l'équipe de PMI peut vous suivre dans le développement de votre enfant et ce, jusqu'à l'âge de 6 ans. Les associations peuvent également vous accompagner dans cet allaitement. Et pour vous en parler, je laisse la parole à Gisèle Monzeau. Merci Céline. Bonjour, je m'appelle Gisèle Monzeau, je suis animatrice depuis plusieurs années à l'association d'entraide allaitement maternel, la Leccelia. Dans le Tarn, nous avons également une autre association, Tamara, dont nous a parlé Christelle tout à l'heure, regroupant des professionnels et des consultantes en lactation. Après toutes les précieuses informations apportées par des professionnels de santé formés à l'allaitement maternel, je vais vous présenter une association internationale d'entraide de mère à mère. La Leccelia est arrivée en France en 1979 et dans le Tarn depuis une vingtaine d'années. Oui, allaiter c'est naturel et pourtant, bien souvent, au cours d'un allaitement, nous avons besoin d'être rassurés sur ce que nous faisons à cause des discours un peu contradictoires autour de nous, où nous avons besoin d'obtenir une information précise ou de comprendre tout simplement comment ça marche l'allaitement. Partout en France et dans le monde, ce sont les mères qui nous sollicitent. Elles ont eu connaissance de cet accompagnement, soit par un proche, soit par des professionnels de santé, soit en s'informant sur le site de la Leccelia. Les mères qui nous appellent, elles nous appellent parfois en prénatal, le plus souvent dans les premières semaines de l'allaitement, pour des informations précises ou un soutien au cours de difficultés rencontrées, et plus tard, pour concilier allaitement et travail, nutrition et sevrage. Parfois, ce sont les pères qui nous appellent quand leur compagne est trop débordée, ou une grand-mère, une copine de maman. Qui sont ces mères qui répondent à vos interrogations? Nous sommes des mamans qui avons allaité nos enfants au moins une année avec bonheur et l'envie de transmettre. Pour cela, nous avons effectué une formation à l'allaitement maternel, à l'écoute et à la communication,
nous permettant à la fois d'agrandir nos connaissances, mais aussi de distancer notre propre expérience. Car nous avons à cœur de vous accompagner dans le projet qui est le vôtre, dans le respect, à chacune son chemin en famille, soit pour un jour, pour un mois, pour 6 mois, pour un an ou plus. Pour cet accompagnement, nous vous proposons une écoute téléphonique chez l'animatrice locale. N'hésitez pas à laisser un message, nous vous rappellerons. Ou, si nous ne sommes pas là, que nous ne répondons pas, vous avez aussi le numéro de la Leche League nationale que vous trouverez sur le site. Nous sommes toutes des mamans bénévoles et c'est 7 jours sur 7 que vous pouvez nous appeler. Nous organisons également des rencontres d'entraide et d'information dans le Tarn 1 fois par mois, où vous pouvez venir partager avec d'autres mamans vos interrogations, les joies et les difficultés rencontrées. Vous pouvez prolonger ce partage avec les livres de la bibliothèque, une revue française, Allaiter aujourd'hui, le dernier partenaire de la mère qui allait, donc je vous le montre, voilà. Au cours des... voilà, vous pouvez aussi consulter le site internet de la Leche League, très documenté. Au cours des rencontres d'entraide, peuvent être abordées l'arrivée du bébé dans sa fratrie, l'allaitement des jumeaux, et vous pouvez aussi être à l'écoute d'autres mères L'ambiance est chaleureuse, bébé et bambin sont avec nous. Des liens se tissent entre les mères et renforcent la confiance en vous. Toutes les questions sont abordées et les éclairages de chacune permettent à la mère de trouver dans cette diversité ce qui est bon pour elle et pour sa famille. Et pendant ce temps, les bambins vaquent à leur occupation. Quand les questions sont d'ordre médical, nous vous dirigeons vers les consultantes en lactation ou des professionnels. D'où l'intérêt du réseau allaitement qui nous réunit toutes là. Je vais maintenant, avec quelques photos de l'allaitement dans le monde, vous parler de la Leche League internationale. C'est un organisme non gouvernemental à but non lucratif, ONG membre consultatif de l'UNICEF. Elle travaille avec l'OMS. Elle est présente dans plus de 80 pays et son action de mère à mère s'étend dans un réseau de plus de 7000 animatrices accréditées. C'est une banque d'informations scientifiques et humaines reconnue comme autorité internationale en matière d'allaitement. Pour cette photo, voilà un encouragement social et environnemental à l'allaitement. Cela se passe au Pérou. À Caen, chez nous, une statue dans un jardin public pour les mères. Et pour terminer, un peu d'humour. Oui, tous ces seins peuvent allaiter, de la piqûre de moustique aux obus, en passant par les melons, les poires et tout ce que vous voulez. Et nous vous souhaitons de démarrer ou de continuer la belle aventure de l'allaitement et du maternage avec votre enfant en famille, quand c'est votre choix. Je vais passer la parole maintenant à Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle Couret, je suis responsable de la collecte de dons de lait maternel et je vais donc vous parler du don du lait. Je vais commencer mon intervention en vous montrant une vidéo illustrant clairement les bénéfices du don de lait maternel au profit des bébés prématurés. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, on la voit, c'est bon. Ok, j'ai qu'à la démarrer, mais elle... Pourquoi elle ne démarre? Alors...
Alors là, on l'entend, mais on ne la voit pas, par contre. Ça va arriver. Ah, c'est bon. Alors, on a vraiment besoin de dons de lait pour les bébés prématurés. Ces bébés prématurés qui ne peuvent pas boire autre chose que du lait maternel. C'est un lait médicament, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner autre chose à ces bébés que le lait maternel. Donc, c'est vraiment, même si c'est un produit dérivé du corps humain, c'est considéré pour nous comme un médicament. Elle s'appelle Adena, elle est née il y a 5 jours. C'est un bébé prématuré de 30 semaines. Moi, avec un traitement médical, je ne peux pas lui donner mon lait. Alors, jusqu'à 34 semaines, elle a besoin absolument de dons de lait. C'est vital pour elle, donc ça participe à son développement et tout simplement à sa vie, quoi. Parce que 30 semaines à 34, il y a 4 semaines et si elle n'avait pas ça, elle ne pourrait pas se nourrir. Et on a une pénurie de dons de lait parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de bébés prématurés. Quand on parle aux mamans, le don de lait, elles ne savent même pas que ça existe. Je pense qu'il ne faut pas forcément avoir un excès de lait aussi pour donner. C'est comme le don de sang, on le fait parce qu'on a envie d'aider et pas parce qu'on a trop de sang. Je me suis dit, j'ai la chance d'en avoir assez pour nourrir mon fils et en plus pour faire des dons, donc autant en partager. Toutes les mamans sont ravies de donner parce que c'est un don, c'est vrai que c'est un don altruiste. Ça leur permet aussi de dire, de sortir un petit peu aussi de leur bébé et de dire, bon, je donne pour mon bébé et puis j'en fais profiter aux autres. Et vraiment, elles sont ravies. Moi, je remercie en tout cas toutes les dames qui donnent du lait. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait pour Adena. Donc, c'est très important. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, je vais laisser le PowerPoint se remettre à la bonne page. Donc, comme vous avez pu le voir, le don du lait est essentiel pour les bébés prématurés. On le considère comme un médicament, donc c'est quelque chose d'essentiel. Alors, qui peut donner son lait? Eh bien, toutes les mamans allaitantes qui remplissent des conditions médicales que je vais vous détailler un petit peu plus loin. Toutes les mamans qui ont des excédents naturels de lait, mais aussi toutes celles qui ont un allaitement suffisamment installé avec leur propre bébé et qui souhaitent partager leur lait au profit des bébés prématurés. Alors, voici les conditions médicales pour le don de lait. La future donneuse devra répondre à un questionnaire médical recueilli par la collectrice de lait maternel et validé par le médecin. Le cas le plus rencontré, contre-indiqué pour le don de lait est celui du tabagisme. Donc, est-ce que je peux donner mon lait si je suis fumeuse? La réponse est non. On inclut aussi dans les cigarettes électroniques dans le tabagisme. Donc, en parallèle avec le questionnaire médical, la collectrice expliquera à la donneuse qu'elle devra également effectuer un prélèvement sanguin afin de vérifier qu'elle ne soit pas porteuse de certains virus comme le HIV ou l'HTLV, de l'hépatite B et l'hépatite C. Cette sérologie sera renouvelée tous les 3 mois si le don est supérieur à ces 3 mois pour la validité de la sérologie. Lorsque les aspects médicaux sont validés, la collectrice se rend au domicile de la mère qui ne fait aucun déplacement et on lui porte tout le matériel nécessaire pour le don et en particulier, on lui fournit les biberons stériles nécessaires au recueil. La collectrice est là aussi pour accompagner la maman dans son allaitement et lui apporter tous les conseils dont elle a besoin. La collectrice expliqua également à la maman toutes les règles d'hygiène indispensables au don, car il faut garder à l'esprit que le lait est à destination d'une population très fragile. Et donc, on sera tous très vigilants, en particulier à la stérilisation du matériel et à la température de stockage du lait.
Alors, vous voyez sur cette image le secteur de collecte qui concerne le Lactarium de Marmande CHU de Bordeaux. Donc, on collecte dans toute la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et également dans le secteur de Normandie. Vous avez donc des collectrices sur tous les secteurs représentés avec ici leur numéro de téléphone professionnel pour les joindre. Alors, le don du lait, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, c'est un don peu connu, contrairement au don du sang ou au don d'organes. Pour se faire connaître, on participe à des actions comme celle-ci, à des salons touchant au monde de l'allaitement, on communique via les réseaux sociaux, on prospecte dans les établissements de santé et dans les maternités. Nous avons également une association qui s'appelle Les Bonheurs. Et puis, on compte aussi sur vous pour faire connaître le don du lait pour vous ou pour vos proches. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Madame Ducrot. Donc, merci à toutes pour cette présentation. Donc, je vais reprendre la parole. On va finir par quelques informations complémentaires et après, on répondra à vos questions. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à les poser par l'onglet discussion et nous les aurons dans le fil de conversation en temps réel. Donc, par rapport à ces informations complémentaires, vous avez plusieurs sites en ligne, notamment le site du Conseil départemental du Tarn, www.tarn.fr, et dans l'onglet Parents, vous avez des documents élaborés par le département sur l'allaitement maternel et ainsi qu'un petit livret Bien manger, bien grandir. Également l'adresse mail du réseau allaitement, donc réseau.allaitement81@gmail.com. Et vous avez aussi un site national où vous trouverez le guide de l'allaitement maternel de l'INPES. Donc, le lien, vous pouvez le voir donc au-dessous. On peut changer, merci. Donc, les adresses mail du Lactarium, donc accueil.lactarium-bordeaux@chu-bordeaux.fr, ainsi que l'association Les Bonheurs, les.bonheurs@gmail.com. Vous avez les sites des associations en ligne de la Lecce League, donc www.3lfrance-org, ainsi que le site national 1000premiersjours.fr. Au niveau de la documentation, vous avez un petit livret dont a parlé la personne de l'association Tamara. Donc, c'est le livret Mes premiers jours de bébé allaité que vous pouvez retrouver à disposition dans les maternités, ainsi que des revues de la Lecce League, donc une revue trimestrielle Allaiter aujourd'hui, ainsi qu'un livre de poche, L'art de l'allaitement maternel. Sachez que vous pouvez demander donc ces brochures sur le site internet ou bien les demander lors des groupes d'entraide. J'en profite également pour vous parler du site amélie.fr de l'assurance maladie, sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'informations qui sont intéressantes et importantes. Vous avez également deux onglets qui peuvent et deux comptes qui peuvent vous servir au niveau de votre compte Amélie, deux espaces personnalisés, l'espace j'attends un enfant et les premiers jours de mon enfant, la santé de mon enfant. Voilà, sachez également que vous pouvez déclarer votre enfant en ligne par votre compte Amélie. C'est maintenant 100% dématérialisé. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, on a déjà eu quelques questions qui ont été posées. Alors, la première question, il y a eu une réponse en ligne, donc je vais peut-être la lire pour que tout le monde ait la même information. Donc, c'était par rapport au pot à pot. On avait une question sur le pot à pot. Est-ce que c'était proposé directement en maternité ou bien est-ce qu'il faut le demander? Donc, c'est Sandrine Mionès qui a répondu en disant que souvent, c'est proposé par les sages-femmes et effectué juste après la naissance quand tout va bien. Mais c'est quand même important de le préciser de votre part quand vous êtes à la maternité. Ensuite, on a une autre question où on nous demande « Est-ce vrai qu'un enfant allaité ferait ses nuits moins rapidement qu'un enfant au lait industriel ?» Donc, qui peut répondre? Bonjour, donc rebonjour. Je me propose de répondre à ces deux questions. Donc, c'est pas, voilà, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'un bébé est allaité qu'il va faire ses nuits plus vite ou moins vite qu'avec un lait artificiel. Donc, ça n'a aucun rapport. D'accord.
Donc, l'un ou l'autre, ça n'a rien à voir. C'est en fonction du bébé. Pouvons-nous savoir à l'avance si nous allons avoir assez de lait ou cela sera vu au moment d'essayer? Qui peut répondre? Oui, je peux répondre. Euh, En fait, c'est un peu un mythe et c'est un peu ce qu'on veut nous faire croire dans notre culture, c'est qu'on n'en aura jamais assez. Mais le corps est prêt pour ça, il s'est préparé déjà pendant la grossesse et c'est le fait que bébé vienne au sein, qui fasse sortir du lait des seins qui va entraîner cette production de lait et la maintenir. Donc, vraiment, il faut que bébé tète pour avoir du lait. Donc, ça, c'est important. D'accord, merci. Donc, on a une question sur le PowerPoint. Alors, il ne sera pas envoyé. Par contre, vous aurez, il sera un replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie dont je vous en ai parlé lors de la présentation. Et à ce moment-là, vous pouvez aller le reconsulter et mettre sur pause si vous voulez avoir des informations, notamment sur les sites Internet. Donc, une autre question qui concerne surtout la préparation à l'allaitement avant la naissance. Donc, la grand-mère disait qu'il fallait se préparer les seins. Or, j'ai entendu que ce n'était pas nécessaire. Donc, il n'y a rien à faire pour préparer les seins avant l'allaitement. Bon, je me permets du coup de répondre Oui, à cette question. Effectivement, il y a longtemps, on disait qu'il fallait préparer nos seins, il fallait tirer sur les mamelons, il fallait frotter avec des brosses à dents, des sachets de thé. On a fait beaucoup de souffrance à nos mamelons. Maintenant, il n'y a absolument plus besoin de préparer mécaniquement le sein, sauf si on a des mamelons qui sont ombiliqués. Et donc ça, c'est quand même plutôt rare et c'est intéressant de le montrer en amont, en préparation à la naissance, au professionnel qui va vous suivre. Hein, donc ça peut être vraiment le seul moment où on a besoin mécaniquement de préparer ses seins. Sinon, la nature est très bien faite et donc ça va se mettre en place avec le bébé, comme disait Christelle, au fur et à mesure des tétés, avec le lait maternel qui va pouvoir nous protéger. Voilà, besoin de rien. merci. Alors, une question qui ne concerne pas forcément l'allaitement, mais là, on nous demande comment bénéficier des 7 cours de préparation à la naissance. Alors, comme on a des sages-femmes. Alors, les 7 cours de Oui, préparation à la naissance, ce sont des cours qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frais à avancer. On peut les faire donc soit en libéral avec une sage-femme. Vous avez des sages-femmes un peu partout sur le territoire du Tarn. Vous pouvez les faire aussi directement dans les établissements où vous souhaitez accoucher et même avec la PMI. Donc, il y a vraiment de grandes possibilités au niveau de la préparation à la naissance. En groupe, individuel, en piscine, voilà, il y a beaucoup de possibilités. alors on revient sur l'allaitement. Faut-il suivre un régime particulier quand on allaite? Donc, je Quelqu'un me peut propose répondre? de répondre. Voilà, donc il ne faut pas suivre de régime particulier quand on allaite. L'important surtout, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Il faut bien boire, il faut bien manger et il faut bien dormir aussi, c'est important. En fait, c'est l'hygiène de vie en général qui est importante pour allaiter. Après, il faut manger de tout de façon raisonnable et variée, en fait. Voilà. Si une alimentation est équilibrée, il n'y a pas de difficulté, c'est ce qu'on demande en fait, hein, une alimentation équilibrée, variée et voilà, de façon à ce que bébé ait tout ce qu'il lui faut et maman aussi. Merci. Alors, est-ce que l'on peut consigner allaitement, maternel et travail? Et pour rebondir sur cette question aussi, est-ce que quand on pense reprendre le travail quelque temps après avoir accouché, est-ce qu'on doit commencer à sevrer le bébé? Même si on veut continuer à allaiter. Qui peut Oui, répondre? je veux bien répondre. Donc, comment dire, on peut tout à fait concilier travail, enfin, l'allaitement, continuer son allaitement et travailler. Là, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de mamans le font. En amont, comment dire, comme le lait évolue au cours de l'allaitement, en fonction de l'âge du bébé, on peut faire quelques réserves pour être rassuré.
les mères qui allaitent tout en travaillant peuvent soit extraire leur lait sur leur lieu de travail, à la maison, et les week-ends et les jours de repos, allaiter à la demande du bébé. Donc, c'est vraiment, le corps va s'adapter à cette nouvelle fonction, un peu plus séquencée que quand on est avec son bébé. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui permet le matin de se dire au revoir. Après, il y a la tétée des retrouvailles et puis il y a la tétée du soir. Et après, la personne qui accueille l'enfant va lui donner le complément. Voilà. Avec le lait de la maman. Je me permets de rajouter que c'est possible aussi de donner ce surplus de lait qui est tiré au travail lorsque les conditions d'hygiène le permettent, de stockage surtout à température bien sûr, hein. Mais nous au Lactarium, on a en effet des mamans qui en reprenant le travail et en ayant la chance de pouvoir tirer sur leur lieu de travail pour allaiter le plus longtemps possible sur le temps des week-ends et des temps au domicile, eh bien, elles nous font ainsi don de ce lait. Donc, c'est aussi l'occasion de ne rien perdre. Moi, je voudrais aussi ajouter que quand même, il y a un article du Code du travail qui permet aux femmes d'avoir une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi justement pour tirer leur lait. Donc, c'est important. Maintenant, il y a encore de gros efforts à faire forcément au niveau des RH. Mais moi, je vois de plus en plus de femmes qui continuent l'allaitement en travaillant et elles arrivent vraiment à continuer leur projet sans de grandes difficultés, mais effectivement avec de l'organisation. Merci pour ces réponses. Alors, on a une autre question mais qui est sur toujours l'alimentation, donc pas d'aliments à bannir. Je crois que c'est le bébé qui va le dire. C'est le bébé qui va le dire, il va être mal à l'aise au niveau intestinal s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si, par exemple, c'est la période des melons, on mange beaucoup de melons et le bébé n'est pas content parce que ça en a fait un petit peu trop ou certains aliments. La mère, elle mange ce qui lui plaît, ce qui va bien quand c'est équilibré, comme l'a dit Céline tout à l'heure. Mais voilà, c'est manger comme on a envie et le bébé va vous guider dans ce qu'il ressent, sur ce qui n'est pas bon pour lui, en excès peut-être. Et voilà, on réajuste. Il se manifestera si ça ne lui convient pas. Ou voilà, il va vous le dire. Préciser qu'il ne faut pas boire d'alcool pendant qu'on allaite. Très, très bien. Que ça passe dans le lait. Alors, une autre question. De personne qui nous dit qu'elle allaite en travaillant et ça fait plusieurs fois qu'elle entend parler de la tétée de retrouvailles. Mais est-ce qu'on peut la faire même s'il vient de téter à la crèche? Bien sûr, c'est possible, puisque si vous voulez, c'est le moment où il va retrouver sa maman, mais il ne va pas faire un surplus, il va s'arrêter. Quand il va téter un peu, il va retrouver maman et tout ce maternage qu'il y a autour. Et là, voilà, après, ça peut être justement un moment que la mère préfère faire à la maison ou chez la personne ou la crèche qui accueille l'enfant. Mais cette été est importante pour se retrouver. Et elle va être en plus de celle qu'il va y avoir le soir. Parce que des fois, ils se rattrapent. Et voilà, ils prennent moins quand ils sont avec les personnes qui les accueillent, mais le soir, ils se rattrapent. Ils compensent. Oui. Oui, je me permets juste d'intervenir aussi. Voilà, c'est la tétée de retrouvailles, ou on peut l'appeler aussi la tétée câlin. Et voilà, ça, en fait, c'est cette vocation-là de se retrouver, de faire un petit câlin autour de la tétée. Et donc, le bébé ne prendra que ce qu'il a besoin. Hein, finalement, si il n'a pas besoin de trop de lait, ben, ça va être plus du câlin que de la tétée réelle et voilà, à vocation de le nourrir, en fait.
Alors, on a des questions sur l'allaitement mixte. Donc, est-ce qu'on peut concilier l'allaitement au sein et le biberon? Et en complément, est-ce que la maman peut tirer son lait pour que le papa puisse nourrir le bébé quand la maman n'est pas là? Qui peut répondre? Bon, moi, je pense qu'il y a quand même deux choses dans cette question. La première, c'est est-ce qu'on peut concilier l'allaitement maternel avec un allaitement artificiel, avec du lait artificiel? Moi, ce que je dis souvent, c'est que comme l'allaitement, c'est vivant, on peut tout faire. Tout dépend ce qu'on va mettre derrière. C'est-à-dire que notre projet, si notre projet il est d'aller sur un allaitement exclusif, évidemment, il faut toujours mettre du sens dans ce qu'on va rajouter en plus de ce qu'on est en train de donner à son bébé. Donc oui, on peut donner une fois du lait artificiel sans que ça perturbe en soi notre projet sur du long terme d'allaitement, tant qu'on garde notre cap et tant qu'on sait pourquoi est-ce qu'on va poser ce lait artificiel. Parce qu'on aurait très bien pu anticiper et tirer son lait. Par exemple, des mamans qui vont être hospitalisées, qui vont avoir des opérations ou qui vont partir sur des projets professionnels pendant quelques jours. Il y a toujours plein de solutions. Mais en tout cas, l'allaitement, et on dit souvent que quand on continue au moins une tétée par jour, on peut revenir sur un allaitement exclusif à chaque fois. Mais ça demande de la volonté et il faut garder son projet. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Oui, peut-être je rajouterais que quelquefois, il peut y avoir des difficultés effectivement dans l'allaitement et si le bébé vraiment ne grossit pas, s'il y a vraiment une problématique, on peut être amené effectivement à compléter l'allaitement avec un allaitement artificiel. Après, effectivement, tout dépend du projet de la maman. Si la maman se projette dans un allaitement un peu plus long, effectivement, il va falloir après essayer petit à petit de diminuer ces compléments pour qu'on arrive à un allaitement exclusif. Mais on peut être obligé, à cause de certaines difficultés, à être obligé de compléter l'allaitement avec un lait artificiel. Ça peut arriver, mais après, effectivement, si la maman projette d'allaiter quelques mois et de plus longuement, en fait, voilà, petit à petit, on diminuera les compléments pour arriver au souhait de la maman. Voilà. Alors là, on a un témoignage d'une maman qui nous dit: don de lait, allaitement et reprise de travail, c'est possible, même avec une nouvelle grossesse qui débute. Autour d'une maman qui allaitait 13 mois, essayez et n'hésitez pas à demander de l'aide. Une autre question, on demande jusqu'à quel âge on peut allaiter. Je voudrais juste rebondir parce qu'il Oui. me semble quelque chose de très important à préciser, c'est que la composition entre le lait artificiel et le lait maternel, il n'y a pas de comparaison en fait. Donc en soi, on ne pourra jamais se dire, même si on va vous proposer du lait artificiel, que ça peut être mieux au niveau de la composition que le lait maternel. C'est-à-dire que si on a un projet d'allaitement, en étant bien entouré, et évidemment le but c'est que tout le monde soit en bonne santé et surtout le bébé, donc de se dire qu'avec un suivi et avec une volonté, le lait maternel, ce sera toujours une solution, si c'est votre choix, toujours une solution qu'il faudra mettre en avant parce que la composition du lait maternel, ça n'a pas d'équivalent avec le lait artificiel. Pour autant, on peut se retrouver dans des situations où on a besoin du lait artificiel, mais il faut éviter de faire des raccourcis, et ce n'est pas du tout ce qui est fait ici, hein. Mais j'ai pu entendre des fois des professionnels qui faisaient un peu des raccourcis en disant « Allez, ça va plus, on va passer au lait artificiel ». Alors que avec un accompagnement, en prenant le temps, en essayant de voir quelles sont les problématiques, en essayant de comprendre quelles sont les tétées nutritives ou non nutritives, on peut réussir vraiment à se sortir de nombreuses difficultés et de trouver des solutions en privilégiant le lait maternel. Merci. Donc, à partir de quand peut-on débuter le biberon lorsqu'on allaite pour pouvoir faire 5 tétines? Et on a une autre question qui pourrait aussi rebondir dessus. Quelle marque de tétine ou forme particulière pour un allaitement mixte?
Qui peut répondre? Je vais peut-être essayer. Comment dire, c'est pas du tout la même façon de téter. Et c'est surtout très délicat quand on démarre l'allaitement ou dans les premières semaines de l'allaitement. D'introduire une tétine parce qu'il peut y avoir une confusion sein-tétine. Quand le bébé tète le sein, comment dire, il prend le sein, je veux dire, il va avoir un mouvement d'aspiration et de langue qui est complètement différent de ce qu'il va faire quand il va y avoir une tétine. Il va plutôt pousser en avant plutôt que de faire venir. Donc, voilà, la confusion sein-tétine existe. Il y a des bébés, ils vont de l'un à l'autre sans problème. Donc, voilà, il y a les deux situations. Vous pouvez redire un peu la question, parce que j'ai répondu partiellement là. Alors, c'était à partir de quand on peut débuter le biberon lorsqu'on allaite ou faire tétine sein? Et après, est-ce qu'il y avait des marques particulières pour l'allaitement mixte? Bon, c'est votre projet qui importe. Si vous voulez continuer à allaiter ou pas, si c'est temporaire, comme le disait tout à l'heure Sandrine, si c'est voilà, pour pallier à une difficulté. Et après, je veux dire, c'est vous. Voilà, je ne souhaite plus à continuer à allaiter ou je souhaite commencer un sevrage. Ça vous appartient à chacune. Moi, je veux dire comme ça. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de papa donner. Il va arriver, papa. Il va arriver au niveau de la nourriture quand ça sera le moment dans votre projet de famille. Voilà. Je ne sais pas, quelqu'un veut d'autre dire autre chose? Merci. Donc, une dernière question parce que le webinaire va toucher à sa fin. Donc, on nous dit « Je souhaiterais faire la tétée d'accueil le jour de la naissance pour qu'il ait le premier liquide, mais je ne souhaite pas allaiter. Est-ce possible ?» Oui, c'est tout à fait possible, bien sûr. On a vu du coup que dès qu'il est sorti, ce bébé, on le place sur sa maman et instinctivement, parce que nous sommes des petits mammifères, il va prendre le sein. Donc on peut le laisser faire. Et puis après, vous choisissez ce que vous avez envie de lui donner. Mais c'est vrai que ça permet une venue au monde plus douce, avec un accueil pour lui qui n'est pas entravé par des mouvements. Voilà, il fait ce pourquoi il est programmé. Donc cette tétée d'accueil, elle lui apporte beaucoup de choses. Et à vous aussi, puisque c'est vraiment de l'accueil, d'une rencontre au niveau du regard, voilà, plein de choses qui se passent à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter? Oui, on dit souvent que dès la première tétée, l'allaitement, il est bénéfique. Et ce n'est pas parce qu'on va donner le sein une fois ou 3 fois en salle de naissance qu'on va avoir une grande montée de lait. Ça, vous le verrez avec les sages-femmes ou bien avec les professionnels qui vous feront la préparation à l'allaitement et à la naissance. Mais la physiologie de la lactation, le fait de produire du lait, ça ne va pas dépendre du nombre de tétées sur le tout début. Ça va dépendre, ça fait partie de la grossesse. Si on a du lait, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on va produire du lait. Donc oui, dès la première tétée, ça peut être très important et c'est pour ça que ça a été vraiment mis en avant en fait en maternité. Voilà. On va finir peut-être par un dernier témoignage d'une personne qui nous dit que oui, c'est possible d'allaiter longtemps en donnant son lait et en travaillant, même loin de chez soi, avec un bébé ayant des intolérances alimentaires. Mais le plus important, c'est avant tout de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, en son lait, en son bébé, et que le corps sait faire. Voilà. Donc, on va terminer sur ce témoignage-là. Merci à toutes pour vos présentations qui étaient très intéressantes et les échanges très riches. Hein. C'est vrai que ça a été assez interactif. Donc, c'est le moment de nous quitter. Hein. Je vous remercie encore pour votre participation, de nous avoir suivis. Nous espérons qu'il aura répondu à toutes vos interrogations sur l'allaitement maternel.
Les informations qui sont données sont à visée générale, hein, donc vous pouvez aller voir tous les sites et les adresses mail qu'on vous a présentés précédemment aussi. Je vous rappelle que vous retrouverez donc le replay de ce webinaire à partir de demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, sachant qu'il y a d'autres webinaires que nous avons déjà réalisés qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas à les voir, parlez-en autour de vous. Et suite à ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction par mail. Donc, je vous invite à le compléter et à nous le retourner parce que ça nous permet de savoir quelles sont vos attentes justement pour des prochains webinaires, prochaines thématiques et quelles sont les remarques que vous pouvez apporter. Et voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous et merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.